Il était une fois un sultan qui régnait sur toute l'Inde et la Chine. Rentrant de la chasse plus tôt que prévu, il découvrit sa femme au lit avec un esclave noir. Dans sa colère, il fit exécuter sa femme, l'esclave, et son harem tout entier. Complètement désillusionné, il jura de ne plus jamais accorder sa confiance à une femme. Il prit donc chaque nuit une nouvelle épouse, la faisant tuer à l'aube. Scheherazade, la fille du vizir, s'offrit comme prochaine épouse. Elle conçut un plan pour mettre fin à cet affreux massacre. Elle se mit à raconter une histoire, à la fin de laquelle elle mêla si habilement le début d'une autre qu'elle dut continuer la nuit suivante, et ainsi de suite chaque soir. Elle survécut ainsi durant 1001 nuits, et gagna finalement le cœur du sultan, mettant fin à sa folie meurtrière. Voilà l'histoire qui sert de récit-cadre global au conte des 1001 nuits. L'origine de ces contes, fort ancienne, soulève des problèmes qui sont encore loin d'être résolus. Apparemment, il semblerait que la source en soit persane. Apparemment toujours, ils auraient commencé à apparaître autour du IIIe siècle. 16 siècles plus tard, en 1888, les 1001 nuits serviront de cadre à une suite symphonique écrite par un compositeur russe nommé Nikolai Rimsky-Korsakov. Du IIIe siècle persan au XIXe siècle russe finissant, Scheherazade a fait un long voyage, dont voyons les temps forts. Pendant une longue période, les contes des 1001 nuits ne se sont transmis que par voie orale. Du coup, la tâche de retrouver les origines et les évolutions de tel ou tel conte est rendue ardue. Mais, de l'autre côté, cela donne lieu à une grande sédimentation. Chaque conteur a pu y ajouter des détails, en enlever d'autres, ce qui fait de ces contes des œuvres vivantes. C'est seulement autour du XIVe siècle que l'on commence à les noter à l'écrit. Mais ils ne sont pour autant pas gravés dans le marbre. En effet, de multiples versions des 1001 nuits, très différentes les unes des autres, ont proliféré dans tout le monde arabe. C'est au tout début du XVIIIe siècle que tout s'accélère pour nous. Un certain Antoine Galland, français passionné par le Moyen-Orient, découvre ces contes et décide de les traduire. Finalement, il ne s'est pas contenté de traduire le contenu des quelques manuscrits qu'il avait en sa possession, il les a également enrichis en leur ajoutant à son tour une matière nouvelle, exactement à l'image de ce qu'il se passait déjà en culture arabe. C'est ainsi que se sont retrouvés intégrés à ces contes 3 nouveaux récits, sans doute d'origine syrienne, et qui ne faisaient pas partie du recueil à l'origine, mais qui vont pourtant devenir parmi les plus célèbres des 1001 nuits, comme Ali Baba et les 40 voleurs, Aladdin ou la lampe merveilleuse, ou encore Sinbad le marin, qui va particulièrement intéresser Rimsky-Korsakov. La traduction des 1001 nuits connaît un succès immédiat, à tel point que l'ouvrage est bientôt retraduit en anglais, en allemand, la même année, en italien, en néerlandais, en danois, et finalement en russe en 1763. Bref, en quelques années, toute l'Europe découvre et dévore les 1001 nuits. Il faut dire que ces contes plongent le lecteur dans un Orient où tout est luxe, calme et volupté, où le plaisir charnel prime sur les interdits, où la rayonnante beauté des corps se confond avec le culte du bonheur immédiat. Les sociétés européennes se prennent donc à rêver aux délices fantasmées du paradis musulman. Mais pas seulement. L'Orient fantasmé, c'est aussi un Orient violent, cruel, sanguinaire, où l'on tue sans sommation, sans procès, l'Orient de la tyrannie et de l'arbitraire. Ces deux facettes, violence et sensualité, se retrouveront dans l'art européen qui, suite à la traduction des 1001 nuits, se met à s'intéresser à l'Orient. Prenons la peinture. Si Ingres a tendance à favoriser la sensualité et l'érotisme, le Delacroix orientaliste passe volontiers de la volupté à l'horreur, de même que Henri Regnault. Les peintres ne sont pas les seuls à s'emparer des représentations de l'Orient. En littérature, sans la traduction d'Antoine Galland des 1001 nuits, pas de lettres persanes, pas de Zadig, de nombreux poèmes des Fleurs du Mal n'existeraient pas, de même que Salammbô. En musique, les 1001 nuits ont de près ou de loin inspiré les Indes galantes de Rameau, l'Enlèvement au sérail de Mozart, Aïda de Verdi ou Scheherazade de Ravel. C'est donc une véritable frénésie orientalisante qui frappe l'Europe à partir du siècle des Lumières, et la traduction des 1001 nuits par Antoine Galland n'y est pas pour rien. Cette frénésie va atteindre la Russie avec la traduction du livre en russe, et avec d'autant plus d'acuité que Scheherazade va aider un pays en quête d'identité culturelle à trouver sa voie. Au XVIIIe siècle et au début du XIXe, le centre du monde musical, c'est Vienne, la ville de Haydn, de Mozart, de Beethoven, de Schubert, et plus tard de Brahms et de Mahler. Le monde musical
bat au pouls de la création viennoise, qui impose un diktat, un style unique dans toute l'Europe. Mais au cours du XIXe siècle, les peuples d'Europe s'éveillent, les nations naissent, et apparaissent de nouveaux compositeurs, des compositeurs allant le plus souvent puiser dans leur propre folklore, dans leurs propres racines, pour inventer un langage musical proprement national, pour trouver une musique à couleur locale et s'éloigner de l'héritage germanique. Ces compositeurs sont tchèques, norvégiens, français, anglais, espagnols, hongrois, polonais, finlandais ou encore russes, dans le cas du groupe des 5. Le groupe des 5, ce sont 5 compositeurs russes qui se sont donnés comme objectif de détruire toute influence occidentale dans la musique russe, de prendre en quelque sorte le contre-pied de Tchaïkovski, totalement vendu selon eux à la solde des Occidentaux. Ces 5 compositeurs, tous de la même génération, sont nés entre 1830 et 1845. Ce sont, du plus âgé au plus jeune, Alexandre Borodine, César Cui, Mili Balakirev, Modeste Moussorski et le petit dernier, Nikolai Rimsky-Korsakov. Pour affirmer l'existence d'une identité musicale nationale, ces compositeurs ne se contentent pas, comme leurs homologues tchèques, norvégiens, espagnols, hongrois, etc., d'aller puiser dans le très riche folklore russe. Certains membres du groupe des 5 vont même lorgner du côté de l'Orient, profitant de la position géographique inédite du pays, ni tout à fait en Europe, ni tout à fait en Asie, puisqu'on a déterminé que la frontière séparant les deux continents serait la chaîne montagneuse de l'Oural. De fait, si l'on veut échapper à l'hégémonie du langage musical germanique qui impose une sorte de monopole dans toute l'Europe, alors il faut se tourner vers l'autre versant, le versant asiatique, mais pas vers l'extrême-orient, la Chine, le Japon, trop loin, trop différent. Non, il y a un Orient plus proche quand on vit du côté occidental de la Russie, c'est, comme son nom l'indique, le Proche-Orient. C'est lui qui va vivifier l'élaboration d'un langage musical national en Russie. C'est ainsi que, par exemple, Balakirev écrit son chef-d'œuvre, Tamara, un poème symphonique mettant en scène une belle et démoniaque princesse attirant les voyageurs égarés dans la nuit par une lumière et les tuant après une nuit de plaisir. Ce qui n'est pas sans évoquer la trame des Mille et une nuits. Sauf que dans les Mille et une nuits, la princesse est un sultan, et les voyageurs, ses multiples épouses tuées après la nuit. Il n'est donc pas étonnant, même si l'action de Tamara se situe dans le Caucase, d'y retrouver des sonorités orientalisantes. Le spécialiste incontesté de l'orientalisme russe, c'est Rimsky-Korsakov. C'est ainsi qu'en 1868, il s'empare d'un recueil de mélodies arabes trouvé par hasard chez Borodine et dont il se sert largement pour y trouver les mélodies de sa deuxième symphonie sous-titrée Antar, du nom d'un guerrier semi-légendaire qui aurait vécu au VIe siècle en Arabie. Vingt ans plus tard, en 1888, c'est au tour de Scheherazade d'être mise en musique par Rimsky-Korsakov. Entre-temps, ce dernier est devenu un très respecté professeur de composition et d'orchestration au conservatoire de Saint-Pétersbourg, conservatoire où il a laissé une telle empreinte qu'il porte aujourd'hui son nom. Mais le problème, c'est que Rimsky-Korsakov est un professeur consciencieux. Ça ne semble pas un problème à première vue, mais lui qui a appris son métier de compositeur sur le tas, de manière à peu près totalement autodidacte, n'a pas de connaissances théoriques à transmettre. Du coup, les premières années, il bluffe.
Et ça marche puisque ses élèves supposent qu'un professeur a forcément les compétences requises. Il y en a un qui n'est pas satisfait de ce jeu de dupes, c'est lui-même. Il le note dans ses mémoires intitulées Chroniques de ma vie musicale. J'avais beau être l'auteur de Sadko, d'Antar et de l'Abscovitaine, j'étais un dilettante et je ne savais rien. Ce qui m'aidait, c'était qu'au début, aucun de mes élèves ne pouvait s'imaginer que je ne savais rien. Et au moment où ils commencèrent à voir clair en moi, j'avais tout de même appris certaines choses. Oui, parce que Rimsky-Korsakov va s'empresser d'étudier d'arrache-pied l'harmonie, le contrepoint, toutes ces techniques occidentales peu connues en Russie, pour développer au plus vite les solides connaissances techniques qui lui manquent. Si les élèves y trouvent leur compte, malheureusement sa musique en pâtit parce qu'elle s'occidentalise et par là même Rimsky perd peu à peu son identité nationale. Il se met à composer des sonates, des fugues, qui sont non seulement des formes occidentales, mais aussi des formes occidentales archaïques à la fin du XIXe siècle. Bref, Rimsky-Korsakov n'est plus le jeune révolutionnaire qu'il fut jadis, et il n'est plus que l'ombre de lui-même. Écoutons par exemple le début de la fugue au monastère qu'il écrit pendant ces années, où Rimsky-Korsakov s'englue dans une texture contrapuntique plate, sans relief et sans couleur. Heureusement, Rimsky-Korsakov se rend compte de son erreur et il va sortir de cette emprise du vieux style occidental, notamment grâce à 3 œuvres. La première le replace vers les racines profondes de la Russie, c'est la Grande Pâque russe. La seconde est un retour à l'Orient, mais un Orient d'Occident, c'est le Capriccio espagnol. Un Orient d'Occident parce que les Espagnols, ayant vécu pendant 800 ans sous la domination arabe, leur culture, leurs arts et leur musique s'en ressentent évidemment. Avec le Capriccio espagnol, Rimsky-Korsakov renoue avec l'orientalisme de sa deuxième symphonie Antar, mais c'est avec la troisième œuvre qu'il ira le plus loin dans cette voie, c'est Scheherazade.